Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission très spéciale, une émission purement économique. Nous allons aborder la question de la croissance économique et la pauvreté. Pourquoi les Congolais ne sentent pas la croissance? Mais avant toute chose, nous allons prendre un peu la question d'actualité. L'actualité, c'est la sortie du gouvernement d'unité nationale après consultation, malgré que la guerre continue encore à l'est de la République, et ce gouvernement serait une solution face aux enjeux de l'ère. J'ai reçu sur ce plateau plusieurs, ils sont à 5 économistes. Nous allons aborder avec bien sûr ces thématiques d'actualité. Je prends en première position Monsieur Urbain, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Honoré, ça fait encore un plaisir d'être ici pour la énième fois. Et aussi, je tiens à saluer mes co-débatteurs avec qui on va partager ce plateau d'idées purement scientifiques. Et à tous les peuples congolais qui nous suivent par un moment, j'ai réitéré mes salutations. J'espère que les analyses vont tourner autour de la question de la République. On va parler de la République avec la République. Vous avez déjà la première question, le gouvernement d'unité nationale, est-ce que ça sera une solution aux enjeux de l'ère? Voilà, merci pour cette question. Vous savez... vous avez ne fût qu'une minute et 30 secondes. Ok, merci pour la question. Vous savez, on nous avait dit que non, les gouvernements devraient sortir, les gouvernements d'union nationale, mais on est déçus de voir que les mêmes personnes sont toujours dans des postes stratégiques, dans ce qui revient à dire que aussi longtemps qu'il y aura toujours les mêmes personnes avec les mêmes idées, des mêmes résolutions, on ne doit pas s'attendre à grand chose. Pourquoi je le dis? Parce que étant un gouvernement d'union nationale, il fallait qu'il y ait au moins la présence de 30 ministres. Alors moi, je demanderais, étant donné que la minute qui m'a été donnée est courte, je demanderais au gouvernement de placer des objectifs. Il faut que ce gouvernement, soi-disant gouvernement d'union nationale, puisse venir poursuivre des objectifs déjà établis. Merci beaucoup. Astrid Koussou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Honoré. La même question vous revient. Bonjour, monsieur Honoré. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui avec vous dans cette grande émission qu'on va bien éclaircir le public congolais sur la question d'actualité qui est la sortie du gouvernement, ainsi sur les enjeux économiques comme la croissance économique. Le gouvernement publié, le gouvernement d'union nationale, n'est pas totalement une solution pour les problèmes de la République. Parce que nous voyons bien qu'on met plus l'accent sur le poids politique et sur les récompenses d'autres efforts des différents partis. En réalité, le pays est englouti par plusieurs enjeux où nous devons mettre en place des personnes ou des solutions adéquates qui pourraient répondre à notre problème et situation économique. Merci. Merci beaucoup. Josué Mukambo, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très reconnaissant pour votre invitation et merci de la parole accordée. La même question. Exactement. Mon avis concernant le gouvernement Sominadé est purement pour chercher le bien-être de la population. Déjà, l'établissement, la vision, c'était pour combattre les conflits qui sévit en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on avait proposé il y a des semaines au gouvernement et à la primature de revoir la taille du gouvernement. Vous voyez, donc le gouvernement est trop pléthorique du fait qu'il engloutit même la richesse créée qui devrait peut-être profiter. Mais quand même, nous sommes passés de 54 à 53. Cependant, la Chine, avec la population de 1,4 milliard, n'en a que 26. Les États-Unis,
l'exception des États-Unis, il en a 16. Dans la République démocratique du Congo, on a une population estimée de 16 millions d'habitants. C'est l'État fédéral. Nous en avons 35, y compris le délégué et le vice-premier ministre, qui nous ramène jusqu'à 53. C'est trop pour moi. Et je pense, pour être aussi optimiste, je vais quand même rappeler au gouvernement que leur objectif, c'est de matérialiser la vision du chef de l'État. Donc voilà ce que je peux dire premièrement. Promesse, nous avons honoré ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour chers journalistes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Il est pour moi d'une question de redevabilité de pouvoir éclairer l'opinion congolaise et surtout la jeunesse congolaise qui croit à notre modeste personne. Je tiens à saluer les co-débatteurs avec qui je partage ce plateau d'idées. J'espère qu'au courant de ces débats, nous pourrons faire des analyses normatives et positives tout en restant scientifiques que possible. Votre point de vue sur le gouvernement? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, l'objectif principal d'un gouvernement, c'est répondre aux besoins de la population, répondre aux attentes de la population. Cependant, en République démocratique du Congo, il y a des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nous avons le défi sécuritaire, le défi social et le défi économique. Nous voyons que du point social, il y a certaines attentes que nous attendons de la part des ministres pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et aussi du côté de la sécurité. Vous voyez, en République démocratique du Congo, nous avons été agressés. Les localités de la République démocratique du Congo ont été occupées pendant une grande période et on n'a pas vu une riposte rigoureuse par rapport à la défense. Donc, ce qui veut justement dire que du côté de la défense, nous voyons un échec. Et du côté... Oh, bien sûr, parce que si on avait une forte... Vous allez prendre la parole. Excusez-moi de parler, parce qu'il est question de la vie matérielle de la population. Vous savez, du côté de la défense, si je peux le redire encore, il y a des défis auxquels la République démocratique du Congo doit donc relever. Les localités ont été occupées, mais il n'y a pas eu une riposte rigoureuse. Et du côté économique, nous voyons l'accélération de la vie chère et aussi nous voyons l'accélération de la vie chère et le panier de la ménagère qui ne cesse d'augmenter. Donc, moi, je pense que le ministre actuel devrait, dans une... C'est la raison pour laquelle nous parlons économie aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi que je finisse la ligne d'idée. Le gouvernement actuel doit, dans une relative opacité, tenir compte des défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée et enfin de répondre à toutes ces questions. Parce que il n'est pas question de nommer certaines personnes sur base de récompenses ou sur base de poids politiques, mais vous devez nommer certaines personnes sur base de l'excellence, sur base du mérite, parce que la méritocratie reste et demeure les seuls moyens par lesquels... Merci beaucoup, promesse. Je prends en dernière position Marboché Issabata. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher honoré. Merci Votre pour... opinion directement sur le gouvernement. Merci pour la parole. Avant toutefois d'engager mes analyses, je tiens d'abord à vous saluer, tous qui êtes là, et mes co-débatteurs avec qui on est en train d'engager ce moment de plaisir en tout cas. Et bien c'est pour moi une joie immense de placer, d'engager davantage mes analyses concernant cette affaire ou notre actuelle situation. Je pense que le remaniement pour notre gouvernement en place, Minadé, a tenu beaucoup plus compte de la capacité de leadership, la capacité de se faire voir, de la démarcation aussi vite que possible, sans pourtant tenir compte de l'expérience, sans pourtant ni encore tenir compte de la maîtrise de gestion. Il y a qui sont là, il y a Sanko, mais il y a plusieurs personnes. Bien évidemment, mais j'ai compté à dire vraiment, franchement, pour être vraiment assez précis, c'est que ce gouvernement en place n'a pas tenu compte de la capacité de gestion. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, quand nous voyons la multiplicité, la multiplication des postes au niveau gouvernemental, nous remarquons qu'il y a même les délégués actuellement, vous avez des délégués qui sont là, et je ne sais pas quel est vraiment leur impact significatif
dans l'élaboration de ce gouvernement. Mais moi, je pense qu'il fallait réduire la charge publique. Alors que la charge publique est tellement élevée, nous avons vécu cette variation qui est aussi moindre, moi je dirais même par les estimations économiques, et de 0%, 0, quelque chose. Quand on voit 54, moins 7 personnes, donc 53, c'est rien en tout cas en termes de la réduction des charges. Et donc pour conclure, je pense que les gouvernements devraient tenir compte de la théorie qui existe des classiques, qui parle de la division du travail selon la spécialité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous rappelons à tout le monde qui suit que nous discutons aujourd'hui sur la croissance économique et la pauvreté. Pourquoi les Congolais ne sentent pas la croissance? Je reviens surtout sur vous encore. Est-ce que, M. Mardoché, la croissance économique est-elle une réalité en République démocratique du Congo? En effet, ça c'est vraiment notre plus grande thématique du jour. Et donc je compte vraiment à expliquer cela de manière claire et précise. Et vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Et surtout pour permettre à ce qu'il y ait vraiment une sorte de compréhension totale pour la population qui nous suit à ce moment. Et donc la croissance économique en RDC, comme notre thématique, pourquoi la croissance économique en RDC n'est pas vraiment remarquable, n'est pas assez visible dans les actions, au lieu de rester tout justement dans les nominales, les labels et autres. Donc moi je pense que la croissance économique en RDC n'est qu'une variable qualitative. Ce qui voudrait dire, elle est nominale, mais pas en réalité une croissance qui impulse le développement. Il est nécessaire et important pour nous de comprendre quelle est la différence, la démarcation, l'écart entre la croissance économique et le développement dans un État. La croissance économique, certes, c'est tout justement une variation positive de la production au sein d'un État. En économie, on dit que c'est la variation ou l'augmentation du PIB. PIB, cela veut dire produit intérieur brut. Ah, bah, Mathieu, venez pour nous enseigner. Oui, donc ce n'est pas pour enseigner, mais juste pour expliquer. Bon, la croissance économique en RDC n'a pas vraiment une corrélation parfaite avec le développement. Le développement, quant à lui, c'est une approche tellement approfondie et complexe. Pour avoir le développement en RDC, il faudrait se poser la question de savoir, est-ce que notre croissance économique, la croissance économique en RDC, elle est profitée tout justement dans les classes des élites, les politiciens, ou soit cette croissance, elle est vraiment distribuée de manière équitable. Est-ce que la distribution de cette croissance économique, de cette augmentation des richesses, est une distribution symétrique ou soit asymétrique? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on peut avoir une croissance économique, mais qui reste stérile. Tel qu'à l'instar de la République du Congo, nous remarquons une croissance pratiquement stérile. Une croissance qui reste nominale, une croissance qui reste qualitative, qui n'a pas d'impact significatif dans l'amélioration du bien-être collectif. Cela veut dire que notre croissance économique est profitée soit par des classes des élites, les politiciens qui en profitent beaucoup plus par rapport à la population totale. Et donc, on doit arrêter avec cette distribution dissymétrique ou asymétrique pour pouvoir permettre à ce que cette croissance puisse avoir de l'impact au niveau de la population globale. Pour conclure, j'aimerais me faire savoir que le développement pour la République démocratique du Congo, c'est un sommet visé. Pour y atteindre, il faut placer plusieurs praticabilités nécessaires. Merci beaucoup. Et pour lui, je prends Astrid de Koussou. Vous avez suivi Mardoché. Pour lui, il semblerait que pour lui la croissance n'existe pas. Est-ce que c'est... Non, en fait, je n'ai pas dit que la croissance n'existe pas. Oui. Ça existe, mais ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Bon, on parle de l'impact. Quand il n'y a pas l'impact, ça n'existe pas. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Bon, merci pour la parole, M. Honoré. D'abord, je m'aimerais éclaircir à l'opinion que la croissance économique n'est pas un indicateur du bien-être. Mais la croissance économique, c'est un indicateur qui montre le niveau de l'augmentation de la production ou le niveau de la richesse qu'un pays crée. Nous allons savoir que pour assurer le bien-être de la population, il faut intégrer plusieurs approches et plusieurs éléments
qui pourra améliorer la situation du pays. Comme Amartya Sen, un auteur économique indien, dans son œuvre de capitalisation, il a martelé, il a mis l'accent sur l'importance du développement économique. Cela veut dire que le gouvernement doit mettre en place des politiques qui doivent inciter le secteur éducatif, la santé et d'autres dimensions du bien-être. Et cela permettra à ce que la croissance qu'on va obtenir soit maintenant une croissance inclusive. Quand je parle de la croissance inclusive, cela veut dire la croissance qui tient compte de toutes les couches de la population, qui assure maintenant le bien-être. Nous verrons encore un auteur économique, Dani Rodrigue, et c'est un Turc. Lui, dans son ouvrage, il a parlé sur la globalisation et le développement économique. Il met l'accent en soulignant que chaque pays doit orienter des politiques spécifiques et comprendre son économie afin de asseoir un système cohérent par rapport aux enjeux économiques de son pays, tel que notre cas. Donc, je soutiens mon ami sur son idée en disant que la croissance économique n'a pas d'impact sur la vie de la société ou la vie communautaire. Et je vais citer en disant que pour que notre croissance du pays soit inclusive, comme je l'ai dit, qui intègre toutes les couches de la population, nous devons appliquer des politiques qui vont promouvoir l'éducation, qui va promouvoir la santé, qui va promouvoir et des secteurs technologiques, enfin, dans le temps d'avoir une croissance qui va contribuer au bien-être de la population. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Urbain, vous avez suivi les deux interventions. Quelle est votre opinion? Merci encore une fois pour le temps de la parole. J'aimerais revenir sur ce qu'ont dit Mardoché et mon frère Aristide. Vous savez, si nous sommes venus, c'est pour éclairer justement l'opinion congolaise, envie d'avoir une idée claire sur les enjeux économiques. Alors, je vous demanderai de ne pas induire la population congolaise en erreur, parce que la population doit comprendre. Parce que j'ai entendu mon co-débatteur parler de la croissance stérile, justement. Non, on ne doit pas inclure la population en erreur. C'est important. Il nous a dit la croissance est stérile. Il nous dit le PIB n'est pas l'indicateur du bien-être. C'est ce qu'il faut. Alors, je vais ce qui est stérile n'existe pas. Je vais l'expliquer. Commençons par la croissance économique. Nous devons comprendre d'abord c'est quoi la croissance économique. Je ne suis pas là pour définir ça, mais je suis là justement pour expliquer pour que la population congolaise puisse comprendre. La croissance économique est justement l'augmentation de la production de biens, et services dans un pays pendant un moment donné. Et quand on voit la production de biens, prenons d'abord les biens. C'est quoi les biens? On voit, quand on dit la production, on voit les usines, on voit l'industrialisation, on voit justement la rareté de l'inflation, la rareté justement de la dépréciation monétaire. Et quand on voit, s'il vous plaît, laissez-moi argumenter. Et quand je pense que tu vas boire. Exactement. Et quand on parle justement, déjà, s'il vous plaît, tolérance. J'ai été calme lorsque vous étiez en train d'argumenter. Alors, s'il vous plaît, il faut faire preuve de la maturité médiatique. Alors, je disais quoi? Je disais que j'étais dans les biens. Et là, nous sommes, après les biens, justement, l'augmentation de services. Et dans les services, nous voyons la création d'emplois. Alors, quand mon frère nous dit que non, la croissance économique n'est pas un indicateur du bien-être, c'est purement faux, parce que dans l'augmentation de la production des biens et services, on voit justement le bien-être inclus, où on voit la création d'emplois dans les services, la production de biens, où on voit la population est aisée. Alors, je ne vais pas m'en parler là-dessus. J'aimerais qu'on puisse comprendre d'abord les causes. Il faut rester avec nous. Une minute, non, s'il vous plaît. Vas-y avec les causes. Nous devons comprendre les causes. D'accord. Qu'est-ce qui cause que. Qu'est-ce qui fait que la population ne puisse pas sentir cette croissance? Exact. Vous savez, mon frère, s'il vous plaît, vous savez, depuis les années 60, avant l'indépendance, il y avait une croissance qui était insensible. Où la croissance était de 6%. Et cette croissance était sensible au niveau de la vie sociale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans dans les PIB, maintenant, dans les 7,9
environ 8%, mais malheureusement, ils ne savent pas c'est quoi. Ça, c'est pourquoi nous devons comprendre les causes qui créent justement cette manque de sensibilité, ce manque de sensibilité justement. Alors, c'est quoi les causes? La première cause, vous savez, nous avons une économie purement extractive. Nous, l'économie dépend des ressources minières. Ça veut dire quoi? Une grande quantité qui crée cette croissance économique proviennent du secteur minier. Provient du secteur minier. Deuxièmement, c'est quoi la cause? Inégalité sociale. Aujourd'hui, nous devons dire que ceux qui sentent cette croissance, ce sont les élites politiques. Mais cette population, cette dernière couche, ne sent pas ça. Pourquoi? Parce que les inégalités sociales, justement, on voit la distribution des richesses n'est pas équitable. Et justement, vous voyez les politiciens qui sont dans les coffres, pendant que la population souffre. Et les entreprises. Troisième cause, la corruption et le détournement. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un pays où les carrières miniers sont maintenant privés. Où quand tu es frère d'un président, automatiquement tu as droit à un carré minier. Ce qui freine la croissance économique, ce qui freine la sensibilité de la croissance économique au niveau de la population. Alors, je pense qu'il est important qu'on puisse comprendre tous ces agents en vue de mettre en place des politiques qui seront vraiment importantes à vie de marcher vers un développement durable. Merci beaucoup. Promesse, vous avez suivi les 3 interventions, malgré que Eric vient de contredire les interventions. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, une fois de plus, pour la parole accordée. Je voudrais être pragmatique, surtout pour toute la population qui nous suit. Je ne voudrais pas aborder des termes purement économiques qui peuvent entraîner une mauvaise compréhension de ma pensée sur toutes ces personnes qui nous suivent. Premièrement, je vais aborder cette thématique d'une manière simple, pour d'abord faire une analyse paradoxale entre 2 termes, la croissance économique et la pauvreté. D'abord, la croissance économique, comme les amis l'ont dit, la croissance économique est justement l'augmentation de la richesse produite par un pays qui est mesurée justement par le PIB. Et deuxièmement, nous avons le problème de la pauvreté, que je présente ici comme le deuxième paradoxe qui est le contraire de la croissance économique. La pauvreté qui est justement mesurée par la vie dire de la population. Alors, il y a un problème qui se pose par rapport à ces 2 paradoxes entre la croissance économique et la pauvreté. Selon les analyses de la Banque mondiale et de la FMI, nous constatons qu'en République démocratique du Congo, il y a une certaine augmentation de la croissance économique qui ne reflète pas la vie sociale de la population. Alors que une augmentation de la croissance économique doit donc refléter une amélioration des conditions de vie de la population. Alors, voilà le paradoxe. On ne peut pas être riche et être pauvre à la fois. Parce que de l'autre côté, la République démocratique du Congo est présentée comme un pays qui est doté de ressources minières importantes, qui est doté d'un certain développement entre guillemets, et de l'autre pays, et de l'autre côté, la République démocratique du Congo est présentée comme le pays le plus pauvre de l'Afrique centrale. Donc, là, ça devient un problème. Mais nous avons non seulement le problème de la croissance économique invisible, qui est seulement basée sur les données. Parce qu'on remarque que depuis les années 2000, nous avons une croissance économique qui ne fait qu'augmenter, mais qui ne s'ensuit pas de l'amélioration des conditions de vie. Et la deuxième des choses qui cause, qui fait en sorte que la croissance économique
ne puisse pas refléter l'amélioration des conditions de vie, c'est justement la gouvernance et les problèmes politiques. Puisque nous sommes dans un pays où certaines personnes s'approprient des carrés miniers comme étant un bien privé, ils font en sorte que nos intérêts privés puissent passer au détriment collectif de la nation, ce qui fait en sorte que les carrés miniers est avantageux pour une certaine classe politique, une certaine classe d'élite, alors que la croissance économique devrait avoir un impact significatif même sur la vie de ceux qui sont au fin fond du village. Donc, c'est là le problème majeur auquel la République démocratique du Congo est confrontée. Donc, pour qu'il y ait le changement. Vous allez revenir sur ça. Vous allez revenir sur ça. Vous allez revenir sur ça. Je prends la position Joseph Mukambu. Vous avez suivi toutes les interventions. Quelle est votre conclusion? Merci de la parole accordée. Vous avez 2 minutes. D'accord. Le sujet est clair et la question elle est très claire quand on a posé la question de savoir la croissance économique, pourquoi les Congolais ne la sentent pas? Eh bien, après avoir attendu les définitions, en tout cas j'ai aimé les définitions, surtout des urbains et tout ce qui va se faire. Moi, je voudrais marteler sur une chose. Ah, tu veux faire la différence? Pas la différence, je voudrais marteler sur une chose. Les problèmes, d'abord, qui est à la base de l'insensibilité de la croissance économique de la République démocratique du Congo, c'est la combinaison de beaucoup de facteurs. Facteurs institutionnels, facteurs scientifiques. J'aimerais d'abord prendre le facteur scientifique. Déjà, la croissance économique est captée par un indicateur que les gens ont appelé PIB. Et quoi le PIB? C'est le produit intérieur brut. C'est un indicateur économique qui quantifie toutes les richesses produites à l'intérieur d'un pays, généralement dans une période d'un an. Cependant, cet indicateur, la variation de cet indicateur de temps T au temps T plus 1 ou d'une année à une autre, ça crée ce que l'on appelle la croissance économique. Mais ce qui intéresse les économistes, déjà, s'il vous plaît, je serai très concret, mais j'aimerais d'abord éclairer l'opinion avant que vous analyses exactement. Malgré que vous avez déjà consommé une minute. D'accord. D'abord, c'est que cet indicateur qui agente la croissance économique a des limites, premièrement. Comment c'est que les PIB ne captent pas l'économie informelle. C'est quoi l'économie informelle? C'est tout emploi qui évolue hors cadre institutionnel. Donc, pas de sécurité sociale, pas de contrats, etc. Mais les rapports de la BAD, les rapports de la Banque mondiale, beaucoup de banques centrales République démocratique du Congo démontrent que 90% d'emplois en République démocratique du Congo sont des emplois informels. Ce qui veut dire que ce ne sont pas captés par le PIB. Ça, c'est d'abord ce que la science dit. Deuxièmement, nous ne mettons pas compte des inégalités sociales. Ce qui veut dire, une personne qui gagne 21 000 $, entre guillemets, et l'autre qui gagne 100 000 $, la croissance n'en tient pas compte. Il prend la somme de ce qui est produit divisé par le nombre d'habitants. C'est ça d'abord le paradoxe scientifique qu'on devrait d'abord savoir. Eh bien, le paradoxe concret, c'est quoi? Ce qui est concret, c'est que le PIB qui capte la richesse de la République démocratique du Congo, il y a des secteurs qui contribuent à sa variation. Les secteurs d'extraction, c'est que Urbain a martelé, et j'ai sali son intervention, contribuent de 40% de le PIB annuel. Ce qui veut dire, c'est le secteur pléthorique, pour ne pas dire le secteur important qui tient la résilience de l'économie congolaise. Mais il faut entrer pour comprendre qu'est-ce qui compose ces secteurs. Ce secteur est composé des investissements que les économistes qualifient des investissements directs étrangers. Ce sont des investissements qui proviennent des étrangers, d'abord. Et ce secteur, c'est un secteur à une intensité capitalistique. Il a plus besoin de matériaux, il a plus besoin de capital humain qualifié. Et donc, parce que les étrangers occupent ces secteurs, parce que ces secteurs occupent 90% des exportations de la République démocratique du Congo. Ces secteurs très importants sont occupés par les étrangers. Les gâteaux produits dans ces secteurs sont juste rapatriés dans le pays national des étrangers. Ce qui fait en sorte que les quantités produites restent, cependant la qualité est transférée. Deuxièmement, c'est que nous exportons en état brut le minerai et ne pas transformer ou ajouter une valeur ajoutée. C'est que
Pour que la croissance, parce qu'on sait que ce secteur il est très important pour notre richesse, on devra créer une chaîne de valeur minérale. Ça veut dire quoi? Nous exportons, nous extrayons les matières. En extrayant les matières, on engage les Congolais. En transformant les matières par les industries, on engage les Congolais. Parce qu'ils engagent les Congolais, ils ont des revenus. Ils n'avaient pas de revenus, ils n'avaient pas moyen de consommer. Ils ont des revenus, maintenant ils peuvent consommer. D'accord? Et puis, les exportations. D'accord? Dans les exportations, on crée encore mesures de canalisation, on engage encore les Congolais. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est qu'a parlé mon frère, que j'ai salué encore, il a parlé des inégalités sociales. Mais il n'y a pas seulement les inégalités sociales, il y a aussi les inégalités territoriales. Vous serez d'accord avec moi, ces secteurs minéraires. Le secteur n'est pas, la République démocratique a 26 provinces. Ces secteurs ne sont concentrés que dans quelques-unes des provinces. Et donc, les améliorations, les infrastructures, les effets d'entraînement créés par ces secteurs n'en bénéficient que par des provinces qui ont ces secteurs. Merci beaucoup, José. Pour en conclure, permettez-moi de... Vous allez revenir. Mais justement, je devrais quand même finir. D'accord, je vais dire, c'est que les paradoxes, j'ai aimé la phrase, les paradoxes des richesses, pauvreté, c'est la combinaison d'abord des institutions qui ne sont pas inclusives au sens des Daron Assemougou, le premier de 2024, mais aussi de la non-distribution. Cependant, l'État a trois fonctions. En fonction de redistribution de revenus, l'État devait redistribuer les revenus produits dans ces secteurs, c'est ce qui fait défaut. Merci beaucoup. Mardoché Sabata, connaissant que la croissance est stérile, comme vous venez de le dire, qu'est-ce qu'il faut pour que cette croissance puisse être sentie au niveau de la population? Voilà, merci encore une fois de plus pour la parole accordée. Je pense que j'ai eu vraiment l'obtention de l'idée totale concernant cette grande thématique en écoutant mes co-débatteurs sur ces plateaux. Et donc je comprends exactement que mes analyses ou mes hypothèses que j'avais placées avant commencent à se vérifier de manière automatique. Pourquoi? Parce que déjà, si on tient compte de la quote-part de chacun qui s'est présenté ici à ce moment, nous comprenons que pour conclure, la croissance économique en RDC, elle est pratiquement stérile, dans son sens strictement maximum. Pourquoi? Parce que déjà, comme l'ami vient de dire, que notre production locale ou notre croissance économique en RDC est beaucoup plus concentrée. Les temps de faute défaut. Moi, j'aimerais que vous puissiez proposer des pistes de solutions qui peuvent aider. Voilà, mais toutefois, comme dit... Parce que tout a été déjà dit. Oui, mais comme dit, il y a un auteur qui avait parlé de cette situation et que tout analyste ou un chercheur scientifique, avant de pouvoir émettre en place quelques pistes de solutions, il doit présupposer du part quelques hypothèses de solutions. Alors, là, je vous donne 2 minutes. Pour conclure, je pense que pour maintenir vraiment la qualification de notre croissance économique, on doit miser dans les piliers économiques ou dans les indicateurs puissants, tels que la productivité locale. Beaucoup plus miser sur les industries. L'État doit travailler dans le sens de subventionner les entreprises privées tout comme publiques pour pouvoir impulser tout justement la croissance économique locale. Parce que c'est à travers la croissance économique locale qu'on peut avoir la multiplicité des emplois, qu'on peut avoir l'amélioration du bien-être collectif. Prenons le cas des chômeurs. En RDC, si on essaie de fusionner les secteurs privés tout comme les secteurs publics, nous remarquons qu'il y aura un taux de chômage de plus ou moins 84%. Ce qui voudrait dire qu'il y a tant de jeunes qui ne travaillent pas. Comment on peut avoir l'amélioration du bien-être avec ces cas pareils? Et donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur soi. Travailler sur soi au lieu de viser à l'intérieur. On est un grand sommet. On a presque tout en RDC. Le problème, c'est notre façon de canaliser nos richesses. On doit miser sur les indicateurs macroéconomiques tels que je venais de dire, propulser l'emploi. Lorsqu'un jeune a de l'emploi, va faire quoi? On va consommer davantage. Lorsqu'un jeune va commencer à consommer davantage, monsieur, s'il vous plaît, permettez, lorsqu'un jeune va commencer à consommer davantage, il a un revenu disponible. Ces derniers doivent commencer aussi à mettre à côté quelque chose en termes d'épargne pour pouvoir un jour aussi investir, pourquoi pas. Et lorsqu'on investit davantage, il y aura quoi? La consommation à la hausse,
Lorsqu'il y a la consommation à la hausse, il y aura la production à la hausse. Lorsqu'il y a la production à la hausse, il y aura des... Tout ça, les effets multiplicateurs positifs tels qu'il dit l'équation de Maynard 15 dans le modèle macroéconomique. Tout justement. Voilà. Merci beaucoup. Astrid Koussou, est-ce que l'entrepreneuriat pourrait faire en sorte que la croissance puisse se sentir? Merci, monsieur Honoré. D'abord, vous avez eu à massacrer mon prénom, c'est Aristide Koussou. Astrid Koussou. Ouais, l'entrepreneuriat permettra de faire introduire plus des activités du secteur informel à un secteur formel. Et une fois que la majeure partie des activités du secteur informel entre ou joint le secteur formel, ça permettra à ce que la croissance soit au moins significative. Et j'aimerais marteler un point que mon frère Irmin a soulevé lors de son intervention. J'ai bien parlé en disant que il faudrait à la RDC une croissance inclusive. Quand je parle de la croissance inclusive... Et comment cela sera possible? Voilà, je m'explique. Quand je parle de la croissance inclusive, je vois la croissance qui tient compte de toutes les couches de la population. Cela veut dire qu'il intègre plusieurs aspects. Notre cher ami Théodore a évoqué un point pertinent en disant que beaucoup des industries du secteur extractif sont des industries des étrangers. Qui veut dire que les profits réalisés de ces industries sont rapatriés dans leur pays d'origine. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Si nous regardons l'indicateur national, les produits nationaux bruts, nous voyons que le PNB est faible par rapport au PIB, qui est l'indicateur de la croissance. C'est quoi le PNB? Le PNB, c'est le produit national brut. Donc, la croissance économique, donc le PIB comme indicateur de la croissance économique en soi n'est pas un indicateur du bien-être. Parce que le bien-être intègre beaucoup des aspects. Comme j'ai cité ici, il y a les... Ça, c'est très important, il faut nous signifier cela. Il y a l'éducation qu'on doit mettre en place. J'ai bien expliqué le point de l'entrepreneuriat. Je disais que il faudrait que le secteur, les activités du secteur informel adhèrent dans le secteur formel. Comment? Par quel mécanisme? Par la promotion des entrepreneurs. Comment? Par la promotion des entrepreneurs. La police du débat. Voilà. Nous avons des jeunes qui ont des projets. Ils ont des projets, il faut un financement. Qui n'a pas de financement. Un financement. Deuxièmement, il faut une amélioration du climat des affaires. Comment? Cela veut dire, tu peux avoir une activité ou un projet. Tu peux avoir une activité ou un projet, mais on vous pénalise par des différents droits de l'État avant que il y a FOGEC, ANADEC. Voilà, avant que vous puissiez vous lancer. Déjà, lorsque nous avons la vision ou l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat, le gouvernement doit mettre en place des stratégies qui doivent éliminer d'autres droits que l'État doit taxer aux jeunes entrepreneurs, de sorte que leurs activités s'élancent ou s'accroissent. Et c'est dans ces mécanismes que le pays doit promouvoir l'entrepreneuriat et soutenir le projet entrepreneurial. Merci beaucoup. Urbain, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour réellement que la croissance économique puisse se sentir vraiment? Merci pour l'auteur de la parole pour cette troisième fois. En fait, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur, où il a parlé d'entrepreneuriat. Vous savez, comme je l'ai dit l'autre fois, il ne faut pas induire la population congolaise en erreur. Pourquoi? Parce que vous parlez de l'entrepreneuriat, ça financement. C'est un co-débatteur pour l'OAS. Vous parlez de l'entrepreneuriat, ça financement. C'est pourquoi moi j'ai dit le problème c'est la tête. Mais j'ai reçu un entrepreneur ici qui m'a confirmé qu'on peut commencer l'entrepreneuriat sans différence. Il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat et le commerce. Il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat et le commerce. Aujourd'hui les jeunes vendent des gâteaux. Aujourd'hui les jeunes vendent des gâteaux, ça s'appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est un innovateur. Ça c'est très important. Il faut savoir ça. Alors quand vous parlez que non,
l'entrepreneuriat, non. Vous savez la différence. S'il vous plaît, cher coordinateur, dans mon temps, s'il vous plaît, laissez-moi poser mes analyses. Vous savez, j'ai dit le problème c'est l'entête. Aujourd'hui, la Banque centrale utilise des politiques qui ne favorisent pas justement l'investissement. Comme la politique monétaire. Laissez-moi s'il vous plaît. La politique monétaire restrictive. S'il vous plaît, la politique monétaire restrictive. Exactement. Je suis un économiste à formation, chercheur à politique. Alors, quand je parle quelque chose, c'est sur base de connaissances techniques. Exactement. Alors, la politique monétaire restrictive. Une politique qui ne favorise pas les investissements. Pourquoi? Parce que dans la politique monétaire restrictive, vous allez retrouver le taux directeur. Le taux directeur, c'est le directeur qui est élevé. C'est qui freine les emprunts. Qui va aller prêter, qui va aller s'emprunter là? Je suis là, je ne parle pas de l'inflation ici. Je ne parle pas de l'inflation. La notion de taux directeur, on va s'en prendre. Ok, d'accord. J'ai parlé du taux directeur. Jusque-là, le taux directeur est élevé. Il faut savoir le pourquoi. Nous sommes dans la pratique, nous ne sommes pas dans la théorie. Exactement. Nous sommes dans la pratique. Il faut comprendre ça. Voilà. Mon frère, s'il vous plaît, tolérance. Voilà, excusez. Je disais quoi? Je parlais de la politique monétaire restrictive. C'est une politique qui ne favorise pas ni les investissements, et c'est une politique qui fait souffrir la population. Parce que c'est une politique où on retrouve le taux d'éléments qui est justement élevé. Alors, quand je parle du taux directeur, le taux directeur est élevé. Et ce taux directeur freine les investissements. Pourquoi? Les banques, on va vous dire que non, les banques sont respectives à toute personne qui veut justement un emprunt. Mais vous allez retrouver le taux qui est élevé, c'est qui bloque la population. Qui va aller s'emprunter, à sachant que le taux est élevé ou pour rembourser, ça sera tout un problème. Alors je pense que si on doit parler d'entrepreneuriat, il faut que les autorités compétentes puissent commencer par là, réduire tout ça. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Vous m'avez posé la question de pistes de solutions pour justement piste de solution. On doit répliquer parce que juste première piste de solution, nous devons limiter la dépendance aux ressources minières. Nous devons justement réduire les inégalités sociales. Troisièmement, nous devons lutter contre le détournement et la corruption. Ce qui doit passer par une expression des finances justement indépendante. Merci beaucoup. Merci pour vos promesses. Vous avez la parole 2 minutes. Merci beaucoup, Infadepis. Je suis un observateur. J'aime bien quand les gens vacillent des idées. Et cela me permet d'avoir une perception prescriptive par rapport à tout ce qui est dit. Vous savez, l'homme congolais est au centre du changement. Tout ce que nous avons dit ici, nous avons parlé ici du secteur minier, de comment la République démocratique du Congo dépend entièrement du secteur minier sur le niveau économique. Donc, il est question ici d'investir dans l'homme congolais. L'investissement en capital humain, qui est quelque chose de très fondamental. Lorsque l'État investit dans le capital humain, il va non seulement favoriser les jeunes à être prêts pour la création de l'emploi, ces mêmes jeunes pourront contribuer d'une manière significative à la croissance économique. Si je pourrais passer par des pistes de solutions, je propose d'abord la création des banques congolaises. Vous savez, en République démocratique du Congo, on n'a pas de banques à capitaux congolaises. Ce qui est quelque chose de très grave. Puisque ce que la République démocratique du Congo
produire localement et tourner vers l'extérieur. Ce sont les banques étrangères qui travaillent pour leurs fonds propres, ce qui ne favorise pas justement un bon climat des affaires. Alors je pense que l'État doit, dans une relative opacité, créer d'abord un bon climat propice aux affaires, ce qui va non seulement permettre aux investisseurs de venir investir au pays, de créer de l'emploi, enfin de participer d'une manière significative. Merci beaucoup, promesse. Je suis avec vous, Josué. Merci. Une minute seulement. Merci. La question est claire. La question c'est la question c'est oh là là. La question c'est comment faire en sorte que la croissance soit profitable. Ouais, profitable à la République démocratique du Congo. D'accord, la question elle est claire. Je ne vais pas gesticuler sur les sujets. Pour que la croissance de la République démocratique du Congo devienne inclusive au sens d'Aristide, premièrement, ici, je ne suis pas contre les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. Un secteur très stratégique qui contribue richement dans notre richesse et si l'on utilise bien, pourrait créer encore beaucoup plus d'avantages pour la République démocratique du Congo. Alors, ce que moi je propose premièrement, c'est la diversification de l'économie congolaise. L'économie est plus dépendante de ces secteurs. Et ces secteurs, nous sommes des exportateurs. Exportateurs, nous sommes dépendants de la demande extérieure, donc la demande internationale. Toute shit extérieure répercute sur l'économie. C'est que si le cobalt là-bas baisse, la République baisse. Ce que moi je propose, c'est que l'économie congolaise devienne une économie résiliente en investissant massivement dans l'agriculture. L'agriculture peut créer des... C'est un secteur qui crée des effets d'entraînement très intéressants. Pourquoi? Parce que les 90%... Merci beaucoup, Josué. Merci beaucoup, Josué. Proposer la solution. Vous avez laissé les gens parler. Vous avez déjà terminé. Vous avez déjà proposé la solution. Propose la solution. Justement, une seconde. J'étais en train de dire, chère autorité, la République démocratique du Congo n'a pas seulement le minerai. On a aussi nos terres qui regorgent la richesse. Investissons massivement dans l'agriculture. L'agriculture a des effets d'entraînement très positifs plus que les secteurs miniers. Pourquoi? Parce que les 70% de la population de la République démocratique du Congo habite dans le milieu rural. Le milieu rural, l'activité principale, c'est de l'agriculture. C'est que tout croissance, toute croissance du secteur agricole aura des effets d'entraînement en réduisant la pauvreté. Ça va réduire les inégalités. Ça va entraîner. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. La santé. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Mais que le secteur soit inclus. Tu as fini quand même. On me fait signe que nous sommes arrivés presque à la fin. Mais comme vous avez parlé. 30 secondes seulement, vous terminez l'émission, c'est fini. 30 secondes seulement. Dès 30 secondes seulement, on termine l'émission. Merci pour cette mesure de grâce. Donc je continue à dire, à redresser mon ami. Tout justement, dans le compte de la Banque centrale. Non, vous avez justement 3 secondes. Non, c'est pas de la Banque centrale. Qui se couche ici. Il faut savoir la gestion monétaire. Oui. Ne dépend pas seulement de l'analyse de notre... Propose la solution. La sophistiquée. On était là. Attendez, termine, mon cher ami. Je pense qu'il y a un problème de l'éducation. Oh, mon cher, mon dossier. Le problème, c'est quoi? Mon ami a mal parlé concernant la Banque centrale. La Banque centrale, si la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, le taux directeur, c'est une raison. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je ne vois pas, non, nous sommes arrivés presque à la fin.